Rendre visible l'invisible. C'est l'un des objectifs de la recherche CASPRA, portée par Aurore Pellissier, enseignante-chercheuse en économie, et son équipe de recherche composée de sociologues et d'économistes. La recherche CASPRA analyse l'aide apportée par les parents d'enfants concernés par une maladie rare et ou handicap rare, ainsi que ses répercussions sur la vie professionnelle. Nous sommes allés ensemble recueillir le témoignage de parents concernés par cette situation. Donc, je suis Émilie, j'ai 40 ans. Je suis la maman de Marion, 12 ans et demi, et de Charlotte, qui avait 12 ans et demi lorsqu'elle est décédée, qui a été atteinte d'une amyotrophie spinale infantile de type 2, dont j'ai été l'aidante de sa naissance, donc de 2010 à septembre 2022. Alors justement, tu emploies ce terme d'aidante. C'est pas forcément le terme que tous les parents emploient. Et nous, comme tu le sais, dans ce projet, on avait à cœur de rendre visible justement ce qui est relativement invisible pour les parents dans la situation dans laquelle tu étais, confronté à la maladie et au handicap de l'enfant. Qu'est-ce que tu mets derrière cette notion d'aidant ? Alors, j'utilise le terme d'aidante dans le sens où déjà j'étais maman solo. Donc, t'es maman, oui, on est maman de Charlotte et de Marion, mais on est aussi plus que ça. On est auxiliaire de vie, on est infirmière, on est H24 avec elle. Si c'est pas nous, c'est quelqu'un de confiance. Voilà, parce que malgré sa maladie ou à cause de sa maladie, elle avait besoin d'aide tout le temps d'une surveillance ou d'ouvrir une porte, même si elle était dans son fauteuil roulant, ouvrir une porte, tout n'est pas forcément accessible, donc elle avait besoin d'avoir une présence à côté d'elle, une surveillance à côté d'elle tout le temps. La laver, moi, les médecins tout petits m'ont dit, non, mais c'est comme un autre enfant. Non, ton enfant de 1 an, tu le mets dans la douche, tu surveilles, tu fais de la surveillance. Un enfant différent, tu fais pour lui, voilà. En France, environ 11 millions de personnes sont des aidants. Ce sont les femmes qui prennent plus souvent soin d'un parent devenu dépendant. Un grand nombre concerne aussi les parents des 3 millions de personnes concernées par une maladie rare. On parle d'aide informelle lorsqu'elle est apportée par des proches de la personne aidée, et d'aide formelle lorsqu'elle vient des professionnels présents dans les institutions ou embauchés par les parents. Ce réseau forme ce que l'on peut appeler la galaxie d'aide. Le réseau, il faut toquer aux portes, il faut se le faire. Moi, mes parents, j'ai quand même la chance, même s'ils étaient pas loin, ils sont pas très loin de Dijon, donc ils étaient disponibles et en tant qu'aidants et grands-parents aussi. Donc ils ont toujours eu la porte ouverte, mon frère et ma belle-sœur aussi. En externe à la famille proche, j'avais un super réseau de praticiens déjà qui la prenaient bien en charge. Alors j'avais la chance malgré la maladie, Charlotte avait toute sa tête aussi, donc ça facilite les rapports. Donc j'avais aussi un super taxi qui l'emmenait toute seule. Il n'y avait pas besoin d'un adulte tout le temps avec le taxi et Charlotte. Et au niveau de l'école, ils ont toujours fait... Charlotte n'avait pas d'AVS, d'auxiliaire de vie scolaire. Là, on n'est plus sur l'auxiliaire de vie classique, mais l'auxiliaire de vie scolaire, moi, elle était en école hors éducation nationale. Et du coup, c'est aussi le corps enseignant et les autres élèves qui ont fait ce rôle d'aidant pendant le temps scolaire. Et Charlotte, elle est au centre aéré. Et pareil, le centre aéré, ils me l'ont toujours pris 100 personnes spécifiquement dédiées à Charlotte. Dans 80% des cas, les parents interrogés déclarent des difficultés à se faire remplacer. Le plus souvent, l'enfant a besoin d'être accompagné ou au moins surveillé dans ses activités, même lorsqu'il grandit. Particulièrement pour la toilette, les repas, l'habillage, la propreté. À ces besoins de la vie quotidienne s'ajoutent les besoins en soins et en accompagnement par des professionnels. Il est souvent difficile de trouver des solutions adaptées parmi les propositions de l'État. À défaut de trouver réponse dans les réponses publiques, les parents vont se tourner très souvent
vers des réponses libérales, kiné, ortho, enfin toutes les professions paramédicales, et qui là vont venir aussi compliquer leur vie quotidienne, puisque il va falloir faire le taxi, il va falloir synchroniser les rendez-vous, il va falloir... voilà, il y a tout un rôle de coordination qu'on n'imagine pas forcément et qui est une des composantes de la notion de parent aidant. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a une forme de, non pas de repli, mais que les seules ressources qui vont être mobilisables vont être les ressources familiales. Très souvent, les grands-parents maternels plutôt, le temps qu'ils le peuvent, parce qu'après, les enfants grandissent, la charge s'alourdit et donc ça devient compliqué. Et sans oublier, même si ce n'était pas notre objet de recherche au point de départ, sans oublier toute la thématique des jeunes aidants. C'est-à-dire comment la fratrie, elle est très sollicitée, même parfois à l'insu des parents. Les parents disent « je ne voulais pas impliquer notre enfant », mais de fait va être sollicité pour veiller sur l'enfant pendant que la mère va prendre sa douche. C'est très matériel et de cet ordre-là. Alors moi, j'ai eu la chance que la petite sœur, malgré son rôle de petite sœur, prenne le relais d'être aidante. Des fois, c'est nous qui nous demandons, Marion, brosse les cheveux à ta sœur, ou donne-lui son goûter sur sa tablette, ouvre-lui sa compote, etc. Ou le matin, mets-lui son blouson, on se dépêche, on va à l'école. Une fois, j'étais bloquée du dos. Impossible de trouver personne dans l'urgence. Mes parents ne sont pas à côté de chez moi, même s'ils sont pas loin. C'est Marion qui a pris le relais, donc c'est super sympa. Voilà, ça m'a permis de surveiller. Je me dis quand même que tout ça, ça s'organise, que tout ça, ça se coordonne. Quand tu me parles du taxi, je vois bien beaucoup de parents ont pu nous dire que le taxi, c'est une ressource très importante, c'est une des clés de la coordination, et que le jour où le taxi est pas là, ta journée, elle est bousculée, elle est fichue potentiellement. Et donc, derrière ça, il y a vraiment cette dimension dans l'aide, de la coordination. On parle maintenant de charge mentale pour les mamans lambda. La charge mentale, quand on est maman d'un enfant différent, elle est multipliée par 10 000. Parce que y a pas que l'école et les sports à gérer. Il y a tout, voilà, les à côté des praticiens. Si le taxi est en retard de 5 minutes, ça met en péril la séance de kiné. Oui, et ça c'était un maillage. Alors moi en plus comme un maillage important, et comme après j'avais une seule personne référente au niveau taxi, dès lors qu'elle savait qu'un jour elle pouvait pas venir, elle s'organisait avec les kinés. Okay. Puis après, elle me disait, j'ai vu avec Aurore, on a changé le créneau, tout ça. C'était des personnes référentes et ressources et en qui j'avais totalement confiance. Et Charlotte avait totalement confiance. Okay. Donc à eux trois, en fait, c'était un trio. Et moi, j'étais la dernière informée, en fait. Elles géraient leur vie. Dans notre enquête, 89% des mères aidantes participent à l'organisation et à la coordination de la prise en charge de leur enfant. Mais certaines structures peuvent coordonner cette prise en charge également. Les instituts médico-éducatifs, l'hôpital de jour, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les centres d'action médico-sociale précoce ou encore les centres médico-psychopédagogiques. La mise en œuvre des politiques publiques pour venir en soutien aux personnes n'est parfois pas si évidente. Un des éléments que je n'avais pas forcément imaginé au départ et un des résultats de la recherche qu'on peut mettre en avant, c'est ce que j'appellerais bien un transfert de solidarité, c'est-à-dire qu'on peut penser a priori que tout ce qui relève du handicap relève de la solidarité nationale. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont mises en œuvre, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on s'est rendu compte que dans leur mise en œuvre, elles peuvent poser problème. Et c'est sûr que sur la prise en charge institutionnelle, on voit qu'il y a un gros problème, c'est très morcelé. La plupart des parents, la grande majorité, les 3/4, ont eu des difficultés à accéder à l'école, aux activités extrascolaires, aux IME, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de choses au final où les parents se retrouvent avec zéro réponse et tout revient sur les parents.
Du coup, en termes de conciliation, il n'y a même pas de débat. À partir du moment où on est obligé d'avoir son enfant plus de 3 jours par semaine, on ne peut pas travailler normalement et il y a forcément une précarité qui va venir derrière et tout s'ensuit. C'est pas quand vous avez un accueil une demi-journée par semaine et que vous n'avez pas d'autres prises en charge, les parents se retrouvent à devoir, et les parents, surtout les mères, se retrouvent à devoir assurer la garde et la prise en charge complète de leur enfant. Quand on est comme ça, sur des situations déjà qui ne sont pas temporaires, qui sont des situations qui durent, c'est pas forcément évident de trouver du relais à ton aide, qui est finalement une aide du quotidien. Non, alors c'est pas du tout évident, surtout quand c'est les enfants, on nous dit non, il n'y a pas d'aide parce que c'est du ressort des enfants. Donc moi, quand elles étaient toutes petites, puisque je me suis séparée en 2016, donc Marion avait 6 ans et Charlotte 7. Quand j'étais toquée aux associations d'auxiliaires de vie, on m'a dit non, elles sont petites, allez voir des nounous à domicile. Les nounous à domicile, on te ferme la porte au nez en disant non, parce qu'il y a du médical, donc on n'est pas formé pour, on ne prend pas la charge, voilà. Prendre en charge un enfant en situation de handicap rare, ça pose problème par rapport à l'accueil des autres enfants, donc ce qui représente un manque à gagner pour elle et qui, à partir de là, rend très compliqué pour les parents de trouver quelqu'un. Souvent, c'est les grands-parents et notamment les grands-parents maternels qui sont en première ligne pour venir aider, je dirais, les parents eux-mêmes. Et pouvoir avoir du coup des relais professionnels comme tu as pu en bénéficier sur cette coordination, c'est vraiment quelque chose qui atténue le vécu difficile pour toi et cette charge difficile? Oui. Oui, d'avoir confiance aux professionnels, rien que le taxi, pour avoir la personne que j'avais, j'ai bataillé alors on a découvert la maladie en 2011, j'ai bataillé jusque 2016. Donc au début, alors j'avais une société taxi, mais c'était pas forcément, ou c'était moi, en plus du reste. Je faisais les allers-retours le soir et une fois je me suis endormie sur la route et là tu te dis heureusement qu'il n'y a rien arrivé, j'avais quand même les 2 filles dans la voiture. Et donc oui, dès lors que tu as un réseau en qui tu as confiance, ça aide la chose. Il faut vraiment qu'on arrête en tant qu'économiste d'avoir une approche uniquement en combien de temps je passe à réaliser l'aide, mais plutôt en approche de qu'est-ce qui est difficile pour moi et où est-ce que je peux me faire aider. Et en fait, ce qu'on a aussi vu, c'est que c'était pas si évident d'amener des recommandations de politique publique parce que les mamans, souvent, elles n'aiment pas faire le dossier MDPH, c'est très lourd, mais pour autant, elles ne voudraient pas du tout que quelqu'un d'autre le fasse parce qu'elles auraient peur que ça soit moins bien fait. Donc c'est compliqué, il faut réussir à amener des réponses qui correspondent vraiment aux besoins. Donc c'est pas si évident, mais je pense qu'on a quand même pas mal de pistes et on a eu beaucoup de pistes aussi grâce à tous les parents qu'on a rencontrés et qu'on remercie énormément. On a essayé de faire une enquête le plus possible en lien avec le terrain et voilà, on tient vraiment à vous remercier et on va essayer de continuer à travailler en collaboration avec les associations et les parents parce que c'est vraiment ce qui nous a permis de construire un questionnaire qui a du sens aux yeux des parents. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche CASPRA qui analyse l'aide apportée par les parents d'enfants concernés par une maladie rare et ou handicap rare sur le site de la FIRA, fira.org du programme CLAP sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.